J'aimerais partager ici une méthode que j'utilise souvent pour faire disparaître des douleurs. Je vois souvent des gens avaler des tonnes de médicaments qui n'ont aucune efficacité et je me dis que cette méthode pourrait peut-être les aider s'ils parvenaient à l'appliquer. Je pars du principe, quand j'ai une douleur, qu'elle a quelque chose à me dire. Non pas sous forme d'une théorie ou de concept, mais sous la forme de récits qui se déroulent en moi et dont j'évalue à mesure que je les perçois la relation qu'ils ont avec la douleur que je ressens dans mon corps biologique. Ce dont je vais parler ici, j'ai tenté de l'exprimer depuis mon adolescence, mais je me heurtais à un mur de résistance incompréhensible. Il m'aura fallu 40 ans donc pour enfin pouvoir l'exprimer, tellement des forces s'y opposaient. Selon que le récit prend telle ou telle direction, je peux participer à diriger en fonction de la manière dont la douleur s'intensifie ou s'atténue, jusqu'à un moment où elle disparaît totalement et où je m'endors souvent. C'est au fait de théoriser sur ce phénomène que j'ai rencontré le plus de résistance, alors même que je ressens une joie immense à le faire. Comme si on voulait me couper ma joie. J'évoque dans d'autres audios l'existence des corps subtils qui interagissent avec le corps biologique, qui constituent, je l'ai compris il y a peu, des banques de mémoire. Elles sont comparables aux archétypes de Jung. J'aimerais bien créer une théorie pour tenter d'expliquer pourquoi ces récits dissipent les douleurs. Car en soi aucun lien rationnel n'apparaît entre les deux. Des approches très techniques semblent parler des mêmes choses, mais elles sont très difficiles à comprendre. La psychanalyse en son temps a tenté de forcer des interprétations sous forme de conflits intrapsychiques liés à la vie du sujet. Mais il semblerait que des récits existent en deçà de ces interprétations forcées qui ne nous concernent en réalité pas du tout. La technique que j'évoque ici pourrait être associée à une méditation introspective, dans la mesure où on y introduit un travail de positionnement de soi comme observateur. On pourrait nommer cette approche une mythopoïèse sensorielle, dans la mesure où elle semble mettre en scène des dieux ou des univers mythologiques qui semblent se servir de nous pour effectuer des tâches à leur place. Comme si on effectuait un travail comparable à nos ordinateurs à leur service. C'est comme si quand on adopte les attitudes qu'ils attendent de nous, la douleur se dissipait alors que sinon elle s'intensifiait. Emprunté au latin du mot poésie et au grec du mot poiesie, qui ont le même sens d'action de faire, de création, puis de composition d'œuvres qui ne relèvent pas de la prose, adjoint à mythos, c'est comme si les mythologies s'actionnaient en nous spontanément. J'ai de nombreuses théories dans les bottes pour tenter d'en expliquer le but, que j'aimerais tenter d'exposer dans cette série. Quand le corps raconte autre chose que notre propre vie. Une phénoménologie incarnée du récit subtil, fait de mémoire qui ne nous concerne pas. Ce dont je parle ici relate donc une pratique intérieure qui ne cherche pas à interpréter mais à accompagner, car les choses qui s'y évoquent résonnent avec notre propre vie, mais d'une manière très détournée, et pour moi encore énigmatique. La mythopoïèse sensorielle est une manière de reconnaître que notre corps est traversé par des récits invisibles. Des scènes qui se jouent sans qu'on ne s'en aperçoive la plupart du temps, mais qui sont liées à nos douleurs physiologiques. En s'attardant sur elles, on peut s'étonner qu'elles soient là, en nous, traversant notre champ de conscience où des forces s'affrontent, s'unissent, se transforment comme si nous étions une autoroute psychique, que d'autres que nous pourraient emprunter. Ces films intérieurs sont très difficiles à transposer en récit, et si on tente de les raconter, ils se transforment en toute autre chose, comme si on changeait de couche psychique une fois qu'on les transpose en mots. J'aime pour ma part poser des hypothèses théoriques sur ce qu'ils peuvent bien être, et voir comment ces films réagissent à ce que j'en suppose. À celles et ceux qui sentent que leur corps est plus qu'un outil, qu'il est un sanctuaire, un théâtre, un livre vivant, cette exploration est pour vous. Aujourd'hui, j'imagine que les dieux des anciennes mythologies pourraient se servir de nous comme de support de projection. Mon approche s'inscrit dans une recherche sur les corps subtils. J'ai travaillé en soins énergétiques pour aider des gens à guérir de maladies incurables, au travers de cette méthode que j'ai appris à utiliser en magnétisme curatif. Le corps comme déclencheur de récits. Le corps ne parle pas en mots, il raconte en sensations qui se transforment en images, en films. Lorsque nous ressentons une présence subtile, ce n'est pas une pensée qui surgit. C'est un mélange de sensations, une pression, une vibration, une texture étrange. Et parfois, cette sensation déclenche une scène, une image en mouvement, une narration intérieure. Ce n'est pas nous qui inventons cette histoire. C'est le corps qui la raconte. Il ne cherche pas à expliquer, il transforme une qualité sensorielle en récit. Exemple, le parachute ascendant. La dernière fois que j'ai senti une entité entrer en moi, la sensation ressemblait à un parachute. Mais ce parachute ne descendait pas, il montait. Comme une montgolfière. Il me donnait l'impression de prendre de la hauteur, de voir les choses globalement, de zoomer. Il était glissant, humide, comme un lubrifiant sensoriel qui permettait à ma conscience de se déplacer dans l'atmosphère. Cette scène porte un sens. Elle parle de recul, de vision globale, de fluidité mentale. Ce processus peut être appelé mythopoïèse sensorielle. Mythopoïèse, création de récits dont on peut chercher un sens. Sensorielle, déclenchée par le corps vécu. Chaque sensation peut devenir un personnage, la pression devient un dieu, une entité, un animal. Un décor, la chaleur devient un désert, la moiteur une forêt.
Une action, la vibration devient un appel, une fuite, une transformation. Le corps devient un théâtre mythique, où les forces invisibles prennent forme, se rencontrent, se confrontent. Selon Jung, les mythes sont des archétypes narratifs. Ils ne sont pas des histoires figées, mais des structures dynamiques qui permettent d'organiser le vécu. Lorsque le corps raconte une scène, il active un archétype. Et si nous l'écoutons, nous devenons décodeurs vivants de cette mémoire symbolique. Le parachute ascendant pourrait être une activation de l'archétype de Hermès, le messager, le voyageur entre les mondes, le dieu du mouvement subtil. Mais ce n'est pas à nous de le décider. C'est à la scène elle-même de nous le révéler. Laissez la scène se raconter. Plutôt que de chercher à nommer la sensation, nous pouvons fermer les yeux, ressentir sans analyser. Laisser venir une image, une scène, un mouvement. Ne pas figer, accompagner le flux. Noter ce qui se transforme, ce qui agit, ce qui parle. Ce n'est pas une visualisation guidée. C'est une écoute incarnée. Ce chapitre pose les bases d'une méthode. Le corps ressent, la sensation devient scène, la scène devient archétype, l'archétype devient mythe qui devient message. Dans les chapitres suivants, nous explorerons comment les conflits deviennent des drames comparables aux scènes mythiques. Comment le sujet peut traverser le mythe, et non le subir. Alors, ce que j'aimerais raconter, c'est la manière dont ça se passe concrètement, hein, puisque là, je viens de décrire la manière dont je peux l'interpréter. C'est issu de mes réflexions sur plusieurs années, sur une quarantaine d'années de réflexions dans beaucoup de domaines. Hein. J'essayais de comprendre qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière tout ça. Je me heurtais à un mur de résistance énorme qui n'est pas compréhensible, puisque quand je demande aux gens à qui j'ai pu parler de ces choses-là et qui résistaient, hein, pour qui on aurait des psychologues, hein, des psychothérapeutes, des psychiatres, des gens dans la spiritualité, et j'essayais de parler de ces choses-là, et c'était, je ne peux pas expliquer pourquoi, c'était perçu comme si je les agressais, comme si j'en, comme si j'enfreignais des interdits vraiment très profonds, c'était très étonnant. J'ai même essayé d'en parler dans d'autres milieux, hein, comme l'ésotérisme, le médiumnisme, et il n'y a rien à faire, ça ne voulait pas, les gens ne veulent pas entendre parler de ça. Ou plutôt, ils plaquent des théories dessus. Hein. Quand ils veulent bien, comme les médiums en parlaient, c'est pour plaquer des théories dessus, qui finalement bloquent le phénomène. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne m'apporte rien, ça m'empêche. C'est comme si le but était de m'empêcher de faire ce travail. Alors bon, j'ai compris avec le temps qu'il faut que je fasse ce travail tout seul, ce travail de théorisation qui me plaît, qui m'apporte une joie énorme. C'est ça qui est drôle, c'est que ce qui, moi, m'apporte une joie semble déranger les humains au plus haut point. Je dis les humains parce que j'ai fini par ne plus me voir comme un humain, tellement ce que j'aime faire, alors que je ne vois pas en quoi. Oui, oui, je ne crois pas être un. Alors, les gens, à une époque, me disaient de moi que j'étais un iconoclaste. Alors, l'étymologie du mot iconoclaste, c'est quelqu'un qui casse des icônes. Je ne me vois pas en train d'entrer dans les églises et prendre les statues de la Vierge et les casser, vous voyez. Eh bien, voilà comment je suis perçu. Donc, quand je fais ces choses-là, alors, bon, donc je touche des choses très profondes, apparemment, mais les gens ne peuvent pas me dire ce que c'est. Ils savent juste que c'est. J'ai vu des gens me dire parfois, alors des gens plus naïfs, des gens qui n'avaient pas de culture, quand je parlais de ces choses-là, ils me disaient on me dit que c'est interdit, c'est interdit. Et ceux qui leur disaient ça, c'était des entités, des esprits. Alors je leur disais, ben écoutez, pour vous, donc c'est interdit, mais pour moi, je n'ai pas. On ne me dit pas que c'est interdit. Bon, voilà, enfin, j'ai fini par accepter que pour les gens, c'est interdit. Pour les humains, c'est interdit. Et quelque part, je ne suis pas un humain, je suppose, puisque moi, je ne reçois pas l'information que pour moi, ce serait interdit. Mais je comprends bien que je ne peux pas en parler à personne, ça n'intéresse personne. J'ai été voir des thérapeutes, j'ai suivi des psychothérapies, enfin bon, incroyable. Et alors jusqu'à même très récemment, je ne pouvais pas en parler, enfin j'écrivais là-dessus. Depuis peu, j'ai entrepris l'idée de m'enregistrer parce que les écrits, c'est assez compliqué à lire. Moi-même, je lis de moins en moins parce que
je lis de moins en moins des textes longs et fastidieux parce que je m'aperçois que ça nous met dans la tête et puis on n'en tire rien. Quand c'est trop élaboré, on n'en tire rien, alors que par l'audio, je trouve qu'on en tire bien plus de choses. Disons que ça demande moins d'efforts. C'est-à-dire qu'on peut, quand on écoute quelque chose sous forme audio, on peut faire autre chose. On peut conduire sa voiture, marcher dans la rue, faire le ménage chez soi. Et on écoute d'une manière distraite qui fait que. Et puis on peut écouter plusieurs fois, c'est-à-dire que ça ne prend pas d'énergie. La lecture, c'est très intéressant, la lecture, mais ça prend une énergie énorme. Ça demande une concentration qui fait que souvent ça nous sort de nous-mêmes. Et finalement, on n'apprend pas grand-chose, je trouve, à cause de ça. Et donc, j'ai donc adopté cette approche audio, que je trouve plus intéressante, parce que justement, moi-même, je me réécoute, par exemple, vous voyez, je me réécoute souvent, et je suis souvent surpris de ce que je dis. De ce que je dis quand je m'enregistre. Voilà, et donc la technique dont je parle ici, eh bien, elle consiste à laisser se dérouler un film, mais mais il faut avoir une sorte de recul dessus. C'est-à-dire qu'il faut, dans mon cas, il faut que je sois avec un regard critique du film que je vois se dérouler. Si je me laisse entrer dans le film, je m'endors en général. Il faut que je reste avec un regard critique, analytique, comme extérieur au film, c'est-à-dire que mon esprit voit le film se dérouler en moi sans se laisser entraîner dedans. Vous voyez, et c'est dans ce cas que ça a une efficacité sur la douleur. Alors, j'aimerais bien comprendre pourquoi, et je ne sais pas encore pourquoi. Hein. Voilà. Alors, je vais donc consacrer une série à cela, à ce thème, une série d'audio à ce thème, une série de... Voilà. Et donc la question, c'est de savoir si des entités interviennent, hein, parce que quand je vois les films se dérouler, que je les analyse, enfin, c'est pas analyser, hein, je ne trouve pas le mot pour l'exprimer. Quand je les observe, plus que les analyse, parce que les analyser, ce serait intellectuel, ce serait les décortiquer. Un peu, c'est comme quand vous regardez des gens marcher dans la rue. Vous voyez, vous n'êtes pas en train de vous dire, lui est habillé comme ci, comme ça, il marche comme... Vous êtes présent à ce qu'ils font. Et votre présence est une énergie. Alors moi, je l'ai constaté souvent, par exemple, je m'amusais à une époque à me laisser attirer par les gens qui... enfin, des gens qui risquaient de faire des choses dangereuses. Et il suffisait que je les regarde pour que, apparemment, ma conscience d'attention les aidait. Par exemple, si vous prenez une vieille dame, une personne âgée qui marche avec un déambulateur, vous voyez, sur le trottoir, si vous la regardez quand elle marche, étonnamment, elle va se redresser, elle va avoir une sorte de regard beaucoup plus vigilant, et elle va marcher avec beaucoup plus d'assurance, et donc d'agilité, alors même qu'elle ne sait pas que vous la regardez. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce qui est amusant, c'est que si elle vous passe devant vous, parce que bien sûr, il faut le faire, on le fait avec les gens qui passent devant nous, alors effectivement, quand elle passe devant vous, elle va vous regarder avec des grands yeux, comme si elle captait quelque part que vous êtes présent à elle. Mais il ne faut rien lui dire, je leur dis rien, vous voyez. Et donc, c'est la même attitude d'esprit qu'on a vis-à-vis du rêve qui se déroule en nous. Vous voyez. Voilà, c'est ça. Alors, c'est donc observation. C'est pas analytique, mais c'est observation. Voilà. Et de même avec les entités, quand vous voyez une entité, si vous la regardez, vous verrez qu'elle s'en va, elle s'enfuit. Il suffit de la regarder pour qu'elle s'enfuit. Il n'y a rien à faire, il n'y a même pas à lui dire de partir. Le simple fait d'être regardé fait qu'elle s'enfuit.